Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas sorti de vidéo sur la chaîne. Je vois vos messages, sur Instagram, je vois vos messages partout sur les réseaux. Vous inquiétez pas les amis, on est là. On est là jusque la saison, elle se termine, un peu de recul. On se repose parce que la Coupe du Monde arrive. Oui, on va essayer de faire le maximum de débriefs possible. L'Espagne, l'Argentine, le Brésil, la France, on verra en fonction du mood de la compétition, mais je pense qu'on devrait quand même bien profiter. Mais on n'en est pas là. Là, aujourd'hui, on est là pour parler du Barça parce qu'il y a quand même quelques informations qui sont intéressantes à décortiquer, notamment le retour au 1 pour 1. On va en parler. On va en parler aussi de ce qu'il faut, par exemple, pour gagner la Ligue des Champions, ce qu'il faut changer pour la saison prochaine. On va parler aussi de João Pedro versus Julián Alvarez parce que c'est ça maintenant apparemment le débat, ainsi que d'autres sujets. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RedFoot, site de vente de maillots en ligne. Et ils m'ont fait parvenir ce maillot. Voilà, je vous l'avais dit que je commanderais ce maillot chez eux. Je l'ai reçu, le maillot de l'Espagne. Il est magnifique. Donc, vous pouvez vous le procurer sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots se trouve comme d'habitude à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez droit à 18% de rabais sur votre panier. Le lien en description. Retournons au Barça. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Alors, vous inquiétez pas, la vidéo sur mon mercato idéal et réaliste arrivera cette fin de semaine. Je vous le dis d'avance, ce mercato, il sera fait en fonction de ce que le Barça sera en mesure de faire, en rapport aussi avec la règle du 1 pour 1. Et plein d'autres choses, mais on en parlera durant le week-end. Là, on va plus se focaliser sur vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais avant, quand même, j'aimerais remercier Mohamed Alfal. Merci, mon frérot, pour ton long message. Je t'ai répondu la dernière fois directement sur ton commentaire. Mais voilà, je tenais à te remercier de nouveau parce que, ouais, c'est quand même fou de voir que vous êtes quand même un peu partout dans le monde. Mais vous êtes quand même abonné à la chaîne et surtout, vous êtes régulier, vous êtes là. Vous ne ratez pas les vidéos, même si vous êtes à l'autre bout de la terre, que ce soit aux US, dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, partout. Donc franchement, merci pour la force. Ça me va vraiment droit au cœur. On va commencer par la première question de Moustaphe qui demande, pour toi, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour décrocher la Ligue des Champions? Vous savez, ça tombe très bien que vous posiez cette question parce que pas plus tard qu'hier, Eric Garcia a sorti une interview, je sais pas si c'était dans The Athletic ou en tout cas une interview où il s'est quand même pas mal livré. Et Eric Garcia, moi je pense que si je regarde l'effectif du Barça actuellement, je pense que le premier joueur qui me vient en tête pour me dire que lui il sera coach à 100%, il sera vraiment coach, il comprend le football, il s'intéresse au football. D'ailleurs tous ses partenaires le disent, ben, c'est Eric Garcia. Tous ses collègues, les Gavi, ils disent que Eric Garcia se bute au match de football, à la tactique et tout, ça se voit. Il a une tête d'intello, il porte des lunettes. Déjà, ça se voit, Eric Garcia, que lui, il sera coach. Il sera coach, un peu comme les Busquets. Je pense que Busquets va revenir pour être coach plus tard, etc. On verra. Mais Eric Garcia, c'est intéressant, en fait, de l'écouter lorsqu'il parle parce qu'il a une sorte d'analyse assez froide, assez, quand même, précise de certaines situations. La question lui a donc été posée récemment. On lui a demandé, en fait, qu'est-ce qu'il a pensé de la double confrontation entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Il a dit en fait qu'il a beaucoup aimé ces matchs-là et que honnêtement on devrait s'inspirer de certaines choses qu'on a vues en tout cas dans ce match-là, surtout côté Paris Saint-Germain, parce qu'il a dit textuellement, pour le coup, vous vous rappelez, on en parlait il n'y a pas si longtemps de ça. Il a dit tout simplement que presser très haut sur 90 minutes, c'est très compliqué. Et maintenant, nous savons qu'à certains moments, lorsque tu n'as plus en gros les jambes pour avoir un pressing très haut sur le terrain, tu peux légèrement reculer, analyser la situation et décider en fait à quel moment relancer ton pressing. En fait, vraiment savoir lire le match, comprendre à quel moment tu peux reculer, à quel moment tu dois engager de nouveau une phase de pressing haut. Il a dit, ça c'est ce que le Paris Saint-Germain a fait au retour face au Bayern. Quand ils pouvaient, ils allaient presser sur du 1 pour 1, sur du man-to-man. Et quand c'était pas possible, ben, ils revenaient un peu plus bas et ils défendaient. Ça, je trouve que c'est très, très, très lucide par rapport à ce qui manque à ce Barça, en tout cas en Ligue des Champions, par rapport à ces petits détails-là. Et lorsqu'il a fait le parallèle justement avec le Barça, il a fait en fait une sorte de synthèse. Il dit que pour lui, c'est après les matchs, après le 4-0 face à l'Atlético Madrid à l'aller pour la Coupe du Roi et la défaite contre Girone,
Ça, pour le coup, c'est un secret de vestiaire qu'il a dévoilé. Il dit en fait qu'après ces 2 matchs-là, que Flick a rassemblé l'équipe pour une sorte de discussion générale. Ils ont vraiment essayé d'arranger les choses pour remettre les points sur les i, pour essayer de juste ne pas subir autant. Vous vous rappelez, j'étais même allé jusqu'à vous dire que le Barça ne gagnerait même pas la Liga si ça continuait comme ça. Je vous disais que moi, je n'y croyais plus. Parce que c'était aussi derrière, avec des enchaînements où tu te manges un 4 buts, je crois, contre Séville, mais bien après. Mais il y avait eu tellement d'exemples face à des équipes où tu te manges des 4 buts, des vagues et des vagues et des vagues, que moi, en gros, je vous disais que je ne vois pas les choses changer. Si Flick ne change pas, en tout cas, on va droit dans le mur. Et voilà, Eric Garcia nous dit en fait qu'après ces matchs-là, ils ont appris comment lire, beaucoup mieux lire les matchs. Il dit en gros qu'ils ont compris qu'il y a des moments où l'adversaire a le ballon, et après 1 heure, par exemple, de jeu, quand tu es fatigué après 3, 4, 5, 6 séquences de pressing assez agressifs, ben, ça serait mieux parfois de un peu redescendre, un peu se remettre à l'endroit pour réussir en fait à retrouver un peu d'équilibre, en fait, un peu de balance. Il explique donc qu'ils ont eu des meetings avec l'équipe, ils ont parlé de tout et puis ils ont trouvé une solution pour que les matchs d'après soient mieux. Et ils ont été mieux après ça. Pour ceux qui se rappellent, après ces matchs-là, on a vu une sorte de switch complètement par rapport à l'approche tactique du Barça de Flick. Il dit en gros, on a été beaucoup plus solide derrière. En Champions League, par exemple, en quart de finale, on n'a pas perdu en gros parce que le pressing était mauvais. Et pour le coup, il a totalement raison. Là, contre l'Atlético Madrid, le Barça maîtrisait pour le coup. C'était pas un match où l'Atlético Madrid avait des vagues et des vagues et des vagues de 1 contre 1 face à Johan Garcia. Il y a eu qu'une seule, je crois, mini erreur. Et encore, moi, ce rouge-là, je ne le donne pas. Tous les spécialistes sont d'accord dessus. Il n'y a pas un rouge sur le rouge de Cubarsí sur Giuliano Simeone. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont compris qu'il y a des manières de presser, il y a des manières de reculer. Et il est même allé jusqu'à dire, en fait, que presser haut pendant 90 minutes, c'est très difficile et on sait maintenant à quel moment le faire. Il a même donné un exemple très récent face au Real Madrid lors du dernier Classico, lorsque le Barça gagne. Il explique tout simplement que le Real avait eu une phase de possession de 5-6 minutes durant le match. Je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps. Moi, je me rappelle même que j'avais tweeté à ce moment-là que j'aime pas trop ça, on laisse trop le ballon au Real Madrid. Apparemment, du coup, ben là, après, quand je lis ça, je lis les déclarations d'Eric Garcia, je me rends compte que c'était volontaire, que c'était totalement ça qu'il voulait faire. C'était pas parce qu'il ne pouvait pas garder le ballon que le Real les empêchait d'avoir le ballon. C'était sciemment fait. Ils ont laissé le ballon au Real pendant certaines périodes du match, mais il explique, Eric Garcia, que malgré tout, ils n'ont pas concédé d'occasion. Que Johan Garcia n'a pas eu à se démener pour faire des arrêts, tout simplement parce qu'ils étaient malgré tout dans le contrôle, même en n'ayant pas le ballon. Donc le Real avait le ballon, mais qu'il n'était pas dangereux. Et c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre en place de plus en plus pour essayer de gérer les momentum de match. Donc moi, je vous dis la vérité, lorsque j'entends Eric Garcia parler de tout ça en détail comme ça me rassure par rapport à la saison prochaine, par rapport à l'approche tactique, parce que forcément qu'il y aura le mercato, on en parlera tout à l'heure, mais si, je vous avais dit, tu peux recruter la terre entière, si tu ne réussis pas à mettre en place une tactique équilibrée pour les plus grandes échéances, en tout cas en Ligue des Champions, ben tu te feras cueillir à froid de nouveau, soit par manque d'expérience, soit parce que tu es trop fougueux, tu veux tout le temps attaquer et aller chercher l'adversaire très haut et laisser des espaces derrière, soit pour d'autres raisons. Mais là, de voir en fait un joueur comme lui nous révéler des secrets de vestiaire par rapport à nous, ce qu'on voyait déjà et qu'on analysait déjà. Vous vous rappelez, la deuxième partie de saison, je vous disais ici plein de fois, d'ailleurs plein de créateurs de contenu l'ont dit, qu'on voit un changement tactique, nous en tout cas qui suivons le Barça régulièrement, on voyait un changement tactique. Le Barça concédait moins sur cette deuxième partie de saison comparée à la première. Le Barça concédait moins d'occasions. Donc c'est sur cette voie-là qu'il va falloir continuer de travailler et puis réussir en fait à aller rajouter des joueurs avec un talent supérieur pour que l'effectif aussi soit au niveau. Parce que la tactique, elle doit être bonne, mais il faut que les joueurs qui l'exercent soient aussi des joueurs de top qualité, quoi. Et autre chose pour répondre à ta question, frérot, au-delà de la tactique et de l'adaptation tactique, ce sont les blessures, on en a parlé récemment. Et ça, je pense que c'est aussi quelque part, en quelque sorte, en rapport avec la préparation physique. Pas que, parce que je pense que le nombre de matchs qui n'arrêtent pas de s'ajouter à chaque année, c'est difficile en fait. Donc je pense que la préparation physique aussi, elle doit être optimale. Le Barça n'a pas forcément eu la Coupe du Monde des clubs, mais les blessures, ça ne nécessite pas forcément d'avoir la Coupe du Monde des
des clubs. On voit que certains joueurs comme les Lamine Yamal, lorsque tu forces, ben ça tire, ça pète. Du coup, la préparation physique doit être optimale. Et de ce fait, je pense que cette saison, le board, que ce soit Flick, que ce soit la direction, il y a eu des mésententes. Je sais pas si c'est vrai, il faudra vérifier par rapport à la préparation physique, par rapport au travail de Julio Tous et de son équipe. Donc, apparemment, c'est même pas une rumeur, c'est quelque chose qui va être confirmé. Il y a un nouveau préparateur physique qui va rejoindre l'équipe de Julio Tous cet été. C'est à la demande de Flick. Donc, c'est quelqu'un qui va venir se rajouter à cette équipe-là pour avoir une meilleure préparation physique par rapport à la saison prochaine. Si le Barça était très chaud la saison d'avant, pas celle-ci, là, la saison passée, la première sous Flick, c'est parce que physiquement aussi, c'était des machines. Les mecs, même en fin de saison, ils couraient comme des fous. Certes, la structure défensive, c'était à revoir, mais physiquement, le Barça était vraiment chaud. Il y avait très peu de blessés, à part Baldé, Koundé, qui sont blessés vers la fin de saison, là, sur la dernière ligne droite. Mais pour le reste, l'effectif était plutôt au complet. La grande majorité de la saison. Cette saison, tu as eu Rafinha qui s'est blessé pendant très longtemps. Donc, ouais, la préparation physique, faudra l'améliorer par rapport à la saison prochaine parce qu'il y a eu beaucoup trop de blessures de joueurs importants en plus durant cette saison. Avec le départ de Robert, penses-tu que le club pourra faire un bon été défense-attaque? Forcément, ça c'est un rapport aussi avec la question suivante. Croyez-vous au retour du 1 pour 1 au Barça? Alors, je pense que c'est un secret pour personne, même pour les plus pessimistes. Je pense que le Barça, on le sait tous, va revenir au 1 pour 1 cet été. Lewandowski est parti, mais au-delà même du départ de Lewandowski, il y a le retour au Camp Nou, il y a une grosse plus-value financière par rapport à la saison dernière, par rapport aux saisons d'avant, malgré le fait que tu aies gagné 3 trophées par rapport à cette saison. Mais il faut voir que là, c'est le retour au Camp Nou surtout. Donc le retour au Camp Nou, ça va beaucoup aider le club. Donc oui, forcément que le Barça reviendra au 1 pour 1. La question en fait, c'était pas forcément de savoir si le Barça reviendrait au 1 pour 1, c'était plus de savoir quelle sera la marge que le Barça aura avec le 1 pour 1 pour réussir à faire un mercato décent. Parce que c'est pas parce que t'es au 1 pour 1 en fait que t'as le droit de dépenser tout l'argent que tu veux. Parce que tu peux être au 1 pour 1, dépenser 100 millions sur un joueur et ça y est, c'est plus au 1 pour 1. Donc ça va aussi avec la vente de certains joueurs qui va te permettre en fait d'avoir une marge plus grande. Ça va aussi dépendre forcément de la limite salariale que la Liga va donner au Barça versus la masse salariale du club par rapport à la saison prochaine. Donc cette marge-là, ce gap-là, il sera très important pour le Barça en vue justement de l'exploitation de ce 1 pour 1. Parce que l'idée, c'est pas forcément juste de revenir au 1 pour 1, mais c'est d'y rester et de faire un mercato en étant au 1 pour 1, tout le mercato, de pouvoir être libre. Donc le départ de Lewandowski, forcément, ça fera beaucoup de bien. Mais derrière, je pense que le Barça doit continuer aussi à vendre d'autres joueurs. Mais ça, on en parlera dans le mercato lors du week-end par rapport aux potentielles ventes aussi, parce que je pense que c'est nécessaire. Au-delà même de sportif ou financier, tu dois vendre. Tu dois essayer vraiment de te débarrasser de certains joueurs parce que la fenêtre, elle s'ouvre là, faut en profiter. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, par rapport à toute cette réglementation Liga 1 pour 1 et tout, c'est pas mal, dans l'idée, ces règles restrictives de Tebas pour assainir sa Liga. Ça empêche les clubs à s'endetter, à se surendetter, à vraiment être dans le rouge financièrement. J'aurais bien aimé qu'il le fasse sous Bartomeu, mais apparemment, à ce moment-là, ça l'intéressait pas. Va savoir pourquoi. Mais moi, en fait, ce qui me dérange un peu avec ces réglementations strictes de la Liga, moi, je fais le parallèle avec les autres championnats, notamment la Première Ligue. Est-ce que vous vous rendez compte que le Barça, qui vient de gagner la Liga, d'ailleurs back-to-back Liga, le Barça va toucher moins d'argent pour avoir gagné la Liga que Burnley, qui s'est fait reléguer en 2e division. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Alors oui, on sait que l'APL, c'est un autre monde avec les droits TV et tout, mais Tebas et ses équipes-là, au lieu de tout le temps faire des restrictions de fou, qui vraiment, pour le coup, assainissent certes la Liga, mais quand même tirent la compétitivité de certaines équipes vers le bas, mais pourquoi ne pas trouver des solutions pour injecter encore plus d'argent dans sa Liga? Pourquoi la Première Ligue est capable de vendre son produit comme ça? Moi, je me rappelle que la Liga a toujours eu des audiences très élevées, que ce soit le Barça ou le Real, surtout le Barça. On ne peut pas capitaliser dessus pour aller chercher encore plus de sous. Là, on va me dire que oui, juste c'est la Première Ligue, la compétitivité et tout. Ok, ils savent vendre leurs produits. Pourquoi vous faites pas comme eux? Parce que Tebas, là, on parle de son boulot à lui. Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas capable de vendre la Liga pour que la Liga soit encore plus juteuse financièrement pour les clubs? Pourquoi?
Parce qu'on est là, le Barça gagne la Liga, encore une fois. Rendez-vous compte de la folie. Le Barça gagne la Liga, mais le Barça touche moins d'argent qu'un club de première ligue qui va être relégué la saison prochaine. C'est grave. C'est très grave. Donc là, la compétitivité, tu es censé normalement regarder ces équipes-là de première ligue droit dans les yeux, mais quand eux, ils peuvent aller dépenser des 500 millions, avoir des échecs et ne pas avoir de conséquences, toi, si tu dépenses un 100 millions sur un joueur, un 50 millions sur un joueur, pendant 3 ans, ça va te dire « Ah, fallait mieux bosser ». Vous voyez, moi, ça me dérange. Moi, je pense que oui, les clubs doivent travailler sur eux, essayer d'être beaucoup plus malins dans leur mercato, dans leur stratégie sportive, mais je suis désolé, c'est pas équitable, en fait. Le gap avec les autres, les clubs bêta, les clubs de PL, c'est difficile. Quand je vois encore ici, il y a des gens qui nous disent « Oh là là, ça pleure pour le fait qu'on ait dépensé 60 millions d'euros sur Olmo. » Faut arrêter les gars, 60 millions sur Olmo, c'est loin d'être une folie. Moi, ce mec-là, je dis pas que c'est un crack, qu'il a tout fait bien depuis qu'il est arrivé. Mais 60 millions, c'est rien dans le mercato actuel. Rien du tout. Donc 60 millions pour un mec qui était très important dans la conquête de tes 2 ligas consécutives, là, la saison dernière et cette saison, même si, encore une fois, il n'a pas été top à 100%, moi, je trouve qu'il y a beaucoup qui abusent, en fait, sur leur jugement vis-à-vis d'un joueur comme Olmo. C'est pas, encore une fois, la fin du monde, 60 millions d'euros. Oui, on est en droit, peut-être, d'en attendre plus de lui, surtout dans les grands matchs, mais dans la régularité, dans certains matchs, surtout en Liga, ben, il y a plein de matchs, en fait, où il a beaucoup dépanné, il a aidé, il a ramené des points importants. Ça, c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder pour l'avenir parce que le Barça ne pourra pas continuer à gagner des ligas où on te vole des points, où l'arbitrage est contre toi, déjà c'est difficile, pour qu'à la fin, en fait, tu ne récupères que des miettes. Flick qui écarte Bastoni, t'en penses quoi? Moi, je pense que actuellement, je vais pas trop me fier à tout ce qui est dit parce que le mercato n'a même pas officiellement ouvert ses portes, les gars. Donc, toutes les rumeurs que vous voyez là sur les réseaux, tous les jours, il y a une nouvelle information qui sort. Oh, Flick n'aime pas finalement Bastoni. Oh, Flick veut garder Marcus Rashford. Ah, Flick veut ci, Flick veut ça. Déjà, tant que ça ne sort pas de la bouche de Fabrizio Romano, moi, je vous suggère fortement de ne pas prendre au sérieux ce que vous lisez. Et Fabrizio Romano, lui, ce qu'il a dit, c'est que le Barça et l'Inter, le deal entre guillemets Bastoni est au point mort, en mode le Barça serait en négociation avec ses morts. Non, mais si vous vous rappelez, il n'y a jamais eu de contact Barça-Inter. Le Barça n'a contacté que Bastoni, Deco du moins, n'a contacté que Bastoni pour trouver un accord avec lui. Et il a eu cet accord avec lui. Donc le Barça, eux de leur côté, ils sont tranquilles, ils attendent d'avoir le résultat financier, le 1 pour 1, le fair play, tout ça, pour savoir sur quelle marge ils vont travailler. Je pense qu'ils ont en tête Julian Alvarez, on en parlera tout à l'heure, et puis Bastoni derrière, en fonction des revenus, en fonction du budget disponible. Je pense qu'ils l'ont toujours comme objectif. Je ne pense pas que Deco va se casser la tête à aller négocier avec le joueur, avoir un accord avec son agent, pour que derrière on te dit « Ah non, évidemment, Flick n'en veut pas ». Non, Bastoni c'est un top défenseur. Je pense que pour l'instant, c'est plus du côté de l'Inter que ça essaie de mettre la pression. Ah, le deal pourrait être off. Mais le Barça n'a jamais contacté l'Inter, la vérité. C'est Fabrizio Romano, on le sait, il est italien, il est proche de l'Inter. Je pense que c'est plus de leur côté qu'ils essaient un peu de mettre la pression au Barça en mode « Ah, si vous voulez pas, le deal pourrait être off ». Eux, ils veulent faire cracher de l'argent au Barça et le Barça n'est pas prêt actuellement à mettre 70 millions d'euros, tout de suite comme ça pour commencer son mercato sur Bastoni. Et c'est logique. Si vous me posez la question, moi je pense que c'est un bluff du côté de l'Inter. Je ne pense pas que le Barça se soit retiré de la course pour Bastoni. Je pense que le Barça patiente. Encore une fois, le mercato n'a même pas commencé. Donc on me dise qu'un deal est off parce que le Barça et l'Inter sont loin en termes de prix de négociation, alors que les deux clubs n'ont même pas encore discuté en termes de prix. Moi j'ai du mal en fait à me dire que c'est parce que Flick ne veut pas de Bastoni. Non, on l'a vu, Fabrizio Romano l'a dit dans sa vidéo, que c'est parce que l'Inter demande 70 millions et que le Barça n'est pas prêt à donner cet argent-là. Moi, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas encore eu de contact entre les deux clubs et que le Barça patiente. Et donc, l'Inter s'impatiente. L'accord entre Bastoni, son agent et le Barça, il existe. Et Deco, je veux dire, il existe. Il a fait le travail préliminaire. Deco a fait ce travail préliminaire-là. Et le Barça est patient. Ils attendent tout simplement, en fait, d'avoir le résultat financier, de se structurer par rapport à leur mercato. Ça se peut aussi que le deal ne se fasse pas. Mais ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait si ça ne se fait pas. C'est juste parce que Flick aurait dit que c'est pas un profil qui l'intéresse. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que si ça ne se fait pas, c'est juste parce que les deux clubs ne seront pas tombés d'accord sur le montant du transfert.
Parce que pour moi, Bastoni, plus que 65 millions d'euros, et encore, ça, je parle de 65, c'est en me disant 60 millions fixes, plus 5 de bonus. 70 millions, l'Inter, il peut oublier. Bon, je veux pas que le Barça pose 70 millions sur Bastoni, même s'il est fort. Mais voilà, je pense qu'il va juste falloir être patient, nous-mêmes, en tant que supporters, et on en saura plus dans les prochaines semaines. Peut-être que le Barça se retirera, peut-être que l'Inter se retirera, mais peut-être aussi que le Barça attend juste d'avoir ses résultats financiers, son 1 pour 1 officiel, tout ça, pour commencer vraiment à attaquer et à négocier officiellement avec les clubs. Parce qu'il y a plein de journalistes, chaque été c'est la même chose, ils n'ont aucune nouvelle, mais ils sont les premiers à balancer des choses. C'est pile ou face, pile j'ai raison, face t'as tort, ou alors pile j'ai raison, face j'ai tort, mais au moins j'avais donné le conditionnel. Donc eux ils n'ont jamais tort, d'accord? Donc ils vont balancer absolument tout, 500 fausses informations, ils auront finalement raison sur les 500 informations qu'ils ont balancées, et là ils vont te ressortir cette information en mode « Oh regardez j'avais annoncé ça depuis », ouais mais les 500 autres que t'as sur les 499 autres sur lesquels t'as menti. Ça, tout le monde s'en fout. D'accord? Donc, attention quand même aux journalistes de pacotille qui vont sortir plein d'informations. Ne croyez pas à tout ce que vous lisez. Soyez patient surtout. Le mercato, encore une fois, n'a même pas ouvert. Moi, je pense que tant que le Barça n'a pas toutes les informations officielles de la Liga par rapport à sa masse salariale, par rapport à sa limite salariale, par rapport à surtout à sa limite salariale, ben, ça va être peut-être tranquille. On va pas voir grand-chose. Si vous voulez, allez-y peut-être plus écouter Fabrizio Romano parce que lui, ce qu'il dit, pour le coup, c'est vrai. Mais pour le reste, doucement en fait. Ne vous affolez pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'avancement par rapport à Julian, par rapport à Bastoni, que ça y est, tout est mort. Moi, je n'y crois pas. Toutes les rumeurs là. Même Joao Pedro, là, on m'a posé la question. C'est une autre personne qui m'a posé la question. Joao Pedro, tu penses quoi d'un Joao Pedro au Barça? Moi, Joao Pedro, je vous le dis sincèrement, c'est un profil que j'aime beaucoup. Honnêtement, mais j'ai du mal en fait à me dire que ça sera lui l'option numéro 1 du Barça, que c'est lui en tout cas l'option numéro 1 du Barça, parce que je sais que Laporta est fou de Julian Alvarez. Ça pour le coup j'en suis persuadé, je le sais, j'ai même des informations à l'interne du club qui me l'ont confirmé par plein de sources différentes. Donc Laporta, Julian Alvarez c'est sa cible prioritaire. Du coup, non, je pense que si Deco là se met sur un Joao Pedro, c'est peut-être plus une sorte d'option B, voire aussi une sorte de stratégie pour pousser Julian Alvarez à se bouger, en fait. C'est pas impossible. Moi, j'essaie d'analyser les choses selon mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison, que j'ai tort. Dans les deux cas, Joao Pedro, ça reste un profil, une cible très intéressante pour le Barça. Parce que moi, le profil, déjà, j'aime beaucoup. Il est technique. C'est un joueur qui n'est pas du tout embêté avec le ballon. Il a une belle finition. Il a un bon jeu de tête. Il a une présence physique dans la surface. Maintenant, quand je lis Joao Pedro, 100 millions d'euros, les gars, faut oublier. Je pense que si le Barça vise, si demain, je veux dire, le Barça, ils savent, supposons que Julian Alvarez est mort, jamais de la vie ils vont dépenser plus que 70 millions d'euros sur Joao Pedro. Parce que Joao Pedro est censé être l'option B. Donc tu vas pas payer l'option B autant cher que l'option A déjà, logiquement. Du coup, Joao Pedro, si jamais le Barça est vraiment sérieux dessus, parce que Deco a rencontré son agent, pour le coup ça c'est vrai, Fabrizio a confirmé, ben oui, à ce moment-là, je pense que ça ne dépassera pas les 70 millions d'euros. Et ça, je pense que ça pourrait être une bonne affaire. Mais à l'instant T, je vous dirais, ne vous enflammez pas par rapport à Joao Pedro. Moi, je pense que l'option prioritaire, ça restera Julian Alvarez et que le Barça, ils n'ont même pas en fait commencé à lancer l'opération Julian Alvarez. Donc, patience, on en saura plus lors des prochaines semaines. Est-il devenu une obligation d'acheter Cancelo? Ben oui, forcément. Forcément. Cancelo, là, c'est censé être ta recrue, ta première recrue cet été, parce que déjà, au poste de latéral, que ce soit à gauche ou à droite, t'en auras besoin. Il a montré en fait ce qu'il est capable de t'apporter, surtout si là il arrive à avoir une vraie préparation physique avec Hansi Flick. Je pense que il peut nous sortir une grosse saison la saison prochaine. Donc Cancelo pour moi c'est un titulaire en puissance, il peut avoir des moments de trous comme ça, c'est vrai, mais dans la globalité, ce qu'il t'apporte, je pense surtout dans le style de jeu de Flick, va beaucoup plus t'apporter que ces lacunes qui vont te faire mal. Donc dans la balance, c'est du positif et de très loin. Donc forcément oui, Cancelo, je pense que c'est censé être la première recrue du Barça pour les postes de latéraux, d'autant plus que là on parle beaucoup d'ailier gauche, mais moi je pense que si on veut pas vraiment dépenser de l'argent et mettre de l'argent sur d'autres postes, pourquoi pas penser à un Cancelo ailier gauche. À ce moment-là, il faudra recruter un latéral gauche ou droit. Donc ça c'est si jamais tu veux penser à un Cancelo comme option pour l'aile gauche, comme ailier gauche, parce qu'il est capable de jouer là. On verra bien ce qui va se passer. De toute façon, il y a encore du temps. Le mercato, encore une fois, n'a même pas encore ouvert ses portes. Mais c'est vrai, c'est bien de planifier les choses. Et on va observer ça tout simplement. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ceci.
J'aimerais quand même terminer par rendre un petit hommage à Lewandowski parce que j'ai pas eu l'occasion de sortir de vidéo pour en parler, mais c'est un monument quand même qui s'en va. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec le fait de dire que Lewandowski est une légende du Barça, mais c'est une légende du Barça. C'est une légende du Barça. C'est une légende du Barça, les amis. Lewandowski est arrivé au sommet de sa carrière, alors qu'il était dans le gratin des meilleurs neufs du monde de l'histoire. Il est arrivé, il a quitté son armada offensif du Bayern pour rejoindre un Barça qui jouait l'Europa League. Il est venu, il a aidé le Barça à revenir dans l'élite. Je dis pas que c'est uniquement grâce à lui, mais c'est par lui que tout a commencé. Regardez les messages d'adieu des joueurs du Barça. C'est par toi que tout a commencé. C'est par toi que tout a commencé. Partout. Tous les joueurs du Barça le disent. Ils le savent. Ils savent que l'espoir est revenu grâce à lui. Vous savez, moi, le transfert de Lewandowski, il me rappelle quoi dans une moindre mesure, à une échelle un peu plus basse? Ben, c'est le transfert de Ronaldinho. Parce que Ronaldinho, lorsqu'il arrive, le Barça ne jouait plus l'Europe aussi. Le Barça était un club qui rentrait un peu dans le Rhin. C'était compliqué. Et lui, il est arrivé, il a apporté sa magie, il a apporté de l'espoir. L'espoir, il a apporté de l'illusion, ce qui manque lorsque tu es dans un club comme le Barça. Si les supporters, les joueurs n'y croient pas, mais le sportif, en règle générale, ça ne suit pas non plus. Donc, lorsque Lewandowski, il arrive, la hype, rappelez-vous de la hype qu'on avait le jour de la signature de Lewandowski, lorsque ça a été officiel, lorsqu'il a porté le Barça pour la première fois et qu'il a sorti son message Hi coolers, I'm here, Lewandowski. C'était n'importe quoi. La hype était à son paroxysme. Donc c'était n'importe quoi, c'était une folie. Et ça, c'est censé en fait vous remettre, remémorez-vous. Ne vous laissez pas vraiment assombrir votre esprit par ces contrôles d'émeutiers là, ces contrôles trampoline. À chaque fois, c'est arrivé, c'est vrai. Il y a eu des moments où il n'a pas été bon. Là, je l'ai rattrapé, c'est comme ça. Mais il nous a offert quand même des saisons où, ouais, il nous a rapporté quand même, moi j'estime que la première Liga sous Xavi, c'est en grande partie grâce à lui. Sa première partie de saison, doublé sur doublé sur doublé sur doublé, il dégoûtait le Real par rapport à ces buts-là, parce que même quand le Barça était en difficulté, il sortait de nulle part et te mettait un but. Donc ça, c'était encore, il avait les restes de son Lewandowski Prime du Bayern, et juste ça, sa première partie de saison nous a permis en fait de gagner la Liga derrière, parce qu'il y avait trop d'avance sur le Real. Donc merci Robert, merci, j'espère qu'il pourra profiter de la suite de sa carrière, et ouais, il a dit qu'il va rester vivre à Barcelone lors de sa retraite. C'est pour ça aussi qu'on se rend compte que ce club, il est immense. Au-delà du foot, les joueurs qui arrivent là, ils veulent pas partir parce que le cadre de vie, il est bien. Il est bien pour eux. Il y a le football, il y a le soleil, il y a tout. C'est une famille. C'est une famille. Donc merci Robert. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera donc le Mercato. À très vite.